Amis, madame, mademoiselle, monsieur, famille, tout le monde, bonjour Nadia. Bonjour Gérard. Bonjour Daniel. Bonjour Gérard. Une Bonjour fois de Nadia. plus dans vos foyers, avec le sourire magnifique de ces dames, sans maintenant la faconde et la bonne humeur de Christian. Il nous manque, hein? La dernière fois que j'ai eu Christian, il m'a dit qu'il était sur le pont d'Avignon. Il était à Avignon. Oh, c'est mignon. Il est transcendé par Avignon, transcendé par la culture. Et sa réflexion a été de me dire, Gérard, tu sais quelque part que la culture, c'est la civilisation. La culture, c'est la convivialité, c'est la bonne humeur, etc. C'était juste peut-être le jour où les gardes mobiles avaient bloqué les portes de l'hôpital. J'avais dit, mais ici, on a une ambiance très carrée, très dure. Mais je partage ce sentiment et je l'ai éprouvé dimanche à la Fondation Clément. Oui. J'étais à une exposition de Valérie John avec une conférence d'Ernest Boller. Et donc j'ai éprouvé ce sentiment de bonheur. De délectation de la culture. Ah, ouais. totalement. Et toi, Nadia, quelle respiration J'ai étouffé. La solution, c'est la culture. Oui, toujours. Il y a des expositions, il y a des choses, il y a des films qui sortent. Mais oui, on se tient au courant Et puis il y a les plateformes qui continuent de diffuser et de produire de nouveaux films, avec toujours un modèle économique qui évolue, mais ça fait une respiration. Et puis cette nouvelle forme de narration que sont devenues les séries, des séries avec de plus en plus de formats, le format mini-série, ouais. C'est-à-dire c'est plus Ça une les rend série plus de digestes, saison. ouais. Voilà. Donc tu as généralement entre 6 et 10 épisodes d'une heure ou pas. Tu as commencé avec ce cinéma. Ah oui, c'est vrai. Allez, actualité. Voilà. Alors, à partir d'aujourd'hui, et suite à la demande d'agents hospitaliers, quand c'est important, j'arrête et puis je dis ça avec emphase, tous les personnels hospitaliers pourront entrer dans leur service, quelle que soit leur situation, au regard du pass sanitaire. Les agents, alors ok, et puis next. Ça veut dire que les gardes mobiles et tout ça, les deux gars qui sont passés pas en référé, en comparution immédiate, au pénal, c'était quoi? C'était pour du beurre. Alors non, attention, la suite. Mais c'est le grand gag, cette île est merveilleuse. Les agents en situation de non-conformité sont invités à réaliser un test de dépistage. Simple invitation. Ensuite, on leur annonce que des contrôles seront organisés et que, je me dis, s'il y a des contrôles, s'il dit contrôle, il y a quelque chose. Non, les agents éventuellement concernés seront invités à se rendre à la direction des ressources humaines. Tu es puni, va voir la directrice. Il reste dans le coin un petit moment et puis, bon. Et ensuite, par ailleurs, une démarche de médiation devra être entreprise sous peu pour permettre la mise en place d'une solution négociée. Benjamin Garel, directeur du CHUM. Quand tu as comme prénom, un petit prénom aussi gentil, aussi mignon que Benjamin, c'est normal que comme photo en tête. Bon, non, mais ça c'était le côté du mot créole. Vos réflexions, pas de réflexion? Très rapide, la médiation, moi je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est dommage qu'elle intervienne maintenant. Elle aurait peut-être pu être pensée avant, on serait peut-être arrivé là. Pas là. Et puis je trouve que s'agissant justement de Benjamin, je trouve que le conseil d'administration du CHU aurait pu être un peu présent avec lui quand il est en réunion et pas le laisser tout seul. Hein. Il est directeur, mais il y a un conseil d'administration et je le trouve totalement absent. Oui, il doit se sentir bien seul, effectivement. Non, très rapidement sur toutes les voies, toutes les solutions. Enfin, je pense qu'il faut plutôt aller vers l'apaisement. Donc, oui, dire qu'on invite et qu'on ne sanctionne pas. Effectivement, je pense qu'il faut vraiment aller vers l'apaisement et amener les gens à échanger, à dialoguer, etc. Et puis, histoire de mettre un petit peu d'huile sur le feu, les agents qui sont invités à faire un test, reste à savoir si le test sera payant ou gratuit. Deuxième petit sujet rapide et un peu humoristique à la limite. Une page du site du gouvernement affiche une couverture vaccinale supérieure à 100% chez les Parisiens. Ils mentent. Plus précisément, une couverture vaccinale de 103%. Alors, c'est aberrant. Alors, il y a de longues explications. C'est-à-dire que ce sujet, cette thématique, bon, on fait pareil, nous, cette thématique de la vaccination, des passes et du vaccin, c'est devenu, comme on dit en termes journalistiques, les marronniers. Quoi. Alors, mais les marronniers, ça venait de façon saisonnière. Mais c'est tous les jours, le vaccin. J'ai même vu un article ce matin, je ne l'ai pas lu parce qu'il ne faut pas exagérer. Le vaccin est-il plus efficace le matin? Sur le Parisien, je vous le dis. Je vais le lire et je vais vous en donner le contenu. Revenons à ces 103%. 103% de couverture vaccinale. Actuellement, à part Paris, tous les départements, parce qu'il y en a qui affichent un taux de 100%.
Alors, ça a ce côté amusant, mais on est dans des vaccinations, des taux de 100% et même de 103%, et j'expliquerai ce côté bizarroïde des 103%. Mais retenons de cette information présentée sous forme un peu humoristique que dans le pays qui est le pays de référence et auquel on s'attache et qu'on aime et qu'on ne veut pas lâcher, que lorsqu'on nous propose, on va en parler plus tard, d'avoir un peu de respiration autonome, de respirer un peu tout seul, on dit non, nous restez puis enfin, je vous signale que ces gens-là, on ne dit plus la meilleure patrie, donc personne ne le dit, personne ne le dit, mais le pense très 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 fort. Alors je le dis tout fort, la meilleure patrie est vaccinée à 100%. Je continue. Pour comprendre d'où viennent certaines incohérences, c'est tout bête, il faut savoir comment est calculé cet indicateur de la pandémie de Covid. Alors, il y a deux organismes qui calculent les couvertures vaccinales, Santé publique et puis l'assurance maladie, deux systèmes, et deux méthodes différentes. Santé publique prend en compte toutes les personnes qui sont vaccinées dans un département, quel que soit leur lieu, leur origine. Donc, on peut arriver à dépasser effectivement le nombre de personnes de la population et arriver à un pourcentage supérieur. Au-delà de ça, je vais vous signaler cette anomalie pour vous dire qu'on est à des taux de 100% dans certaines régions de France. C'est ça, il faut le retenir. Vous avez rêvé. Voilà. Commentaire. Oui, mais je trouve qu'on pourrait, c'est vrai, simplifier la façon de donner les chiffres de vaccination. L'État a les moyens et on sait bien justement que la simplification, ce n'est pas, dirais-je, la marque de fabrique de la France hexagonale, et c'est bien dommage. Il y a d'une part la simplification, et puis aussi la transparence, pour pouvoir donner aux gens une idée qui soit assez fixe. Dire si le pourcentage est par rapport à la population totale ou par rapport aux plus de 12 ans. Bref, je crois etc. Oui, je crois qu'on a quand même... on pourrait, en tant que citoyen, exiger un peu plus de la part de l'État de rigueur et de constance dans les moyens de donner des chiffres pour que la population ne croit pas que finalement, ça n'a pas d'importance et que ça ne veut rien dire. Un autre sujet qui n'est pas tout à fait d'actualité et qui a retenti dans la presse et autres, c'est l'événement du 17 octobre 1961. C'est le jour où les pauvres Algériens se sont retrouvés quasiment, je ne vais pas lyncher, mais enfin on va développer le sujet. Et ça n'a jamais été un sujet simple. C'est une chose qui poursuit la France, qui tourmente la France et l'actualité française chaque année. Dans quelles conditions, effectivement, la police française a pu jeter des manifestants algériens dans la Seine. Vous voyez, bon. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'abord de vous montrer une vidéo qui introduit la question. Je suis anti-vaccination. Ce vaccin, il ne m'inspire pas trop. Je suis anti-vaccination. Le vaccin ne rapporte rien du tout. Ça n'empêche pas d'attraper la maladie, ça n'empêche pas de le transmettre. Au contraire, pour moi, faire un pass sanitaire à l'heure actuelle, c'est divulguer ouvertement une maladie. C'est laisser passer des gens porteurs de maladie parce que, mine de rien, le vaccin n'empêche pas non plus de transmettre. Pour moi, à l'heure actuelle, prendre le vaccin, c'est permettre aux gens de transmettre une maladie. Moi, je ne suis pas vaccinée et je ne le suis pas parce que je ne suis pas malade. Et comme ce vaccin, il ne m'inspire pas trop, donc je ne souhaite pas me faire vacciner. Et aussi parce que, bon, j'ai des petites craintes quand même au sujet du vaccin. Donc voilà, c'est pour cela que je ne me fais pas vacciner. Je peux comprendre que les gens n'aient pas envie parce que j'ai l'impression que les gens ont plein d'informations à droite à gauche et que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le côté réfractaire de la vaccination en Martinique tient de plusieurs choses. Je pense que d'abord ça tient de l'histoire de la Martinique, de ses relations avec la France. Je pense qu'est passé par là aussi tout ce qui est chlordécone, tout ce qui est VIH, tout ce qui est manque de confiance entre les politiques en Martinique, mais aussi entre l'État et les Martiniquais. Donc toutes ces choses-là concourent
Qui plus est, les informations qui sortent de part et d'autre sur les réseaux sociaux et ailleurs mettent en place une situation de doute généralisé qui ne fait que renforcer ce doute et cette non-volonté d'être probablement vacciné. Bon, on aura donné la parole aux anti-vaccins. Ils ont exprimé de façon cohérente. On n'est peut-être pas d'accord avec eux, mais ils ont exprimé leur opposition. Je pense qu'il faut essayer de savoir ce qu'ils ont. Comme disait Camille Larcière de Becquet, il faut aller voir ce qu'ils ont dans le ventre. Il ne faut pas se contenter de les trouver obscurantistes, de les trouver ils s'opposent. Je pense que le devoir des autorités politiques, le devoir des décideurs, c'est de convaincre, c'est d'expliquer, c'est d'arriver à des solutions qui correspondent à l'intérêt collectif, à l'intérêt commun, et qui doivent y parvenir. En fait, c'est leur boulot, quoi. C'est pas notre boulot à nous ici de changer l'ordre des choses. Vous avez un hôpital d'une semaine où on vous met les forces de l'ordre et on met du gaz lacrymogène. La semaine d'après, on dit venez, c'est plus la peine, on passe les gens devant le tribunal. Devant cette incohérence, nous essayons de garder notre tête froide, notre calme, et puis de ne pas effectivement prendre parti, puisque nous sommes une chaîne d'intérêt, sans être public, mais d'intérêt public. Donc, ma foi, ne pas plus royaliste que le roi, ce qui fait de fait. Si la population doit s'en sortir comme ça, elle s'en sortira. Si le taux de mortalité doit être augmenté, j'espère que ça va toucher moi, les gens qui ont déjà vécu, soit parce que le vaccin m'a rendu Belzébuth, ou soit parce que, j'aurais mal choisi mon truc, mais enfin, j'aurais quand même fait quelques émissions avant, alors que sans le vaccin, c'est mon opinion. Mais enfin, voilà que je me mets à exprimer de façon sournoise mon opinion. Et j'ai dit que je ne fais pas ça. C'est marrant, la propension à vouloir absolument affirmer ses idées quand on dit qu'on ne veut pas les affirmer. Voilà. Bon, on introduit le sujet sur le jour où la police, le 17 octobre, le jour où la police, comme je vous le disais, a jeté les manifestants algériens dans la Seine, par une vidéo qui est très intéressante. Le 17 octobre, c'est un massacre colonial. Quand le préfet a fait le tour des postes de police en disant pour un coup reçu, vous en donnerez 10, pour les policiers qui entendent ça, si vous voulez, eh bien, c'est un permis de tuer. Le 17 octobre 1961, quelques dizaines de milliers d'Algériens sortent pour répondre à un appel de la Fédération de France du FLN à braver, à boycotter un couvre-feu qui leur a été imposé à eux et à eux seuls, ceux qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie à ce moment-là, par le gouvernement de Michel Debré et le préfet de police Maurice Papon. C'était bien expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nourrice, parce qu'on avait bien précisé que cette marche serait pacifique. Le préfet de police Maurice Papon est prévenu assez tard de l'initiative et il dispose dès le matin des forces de police considérables qui sont armées de façon très importante. Le premier événement du 17 octobre, c'est d'abord une des plus grandes raves de l'histoire de France, puisque selon la préfecture de police, en quelques heures, ce sont 11 500 manifestants qui sont embarqués. C'est considérable. Et au début, les camions de police suffisent, puis on doit réquisitionner pour ça les bus de la RATP. La dernière fois que les bus de la RATP ont servi, c'était en juillet 1942, lors de la rafle du Veldiv. Imaginez-vous dans la rue et vous voyez des corps par terre avec du sang, avec des menottes. C'est l'horreur, il n'y a pas d'autre mot que ça. J'en ai vu qui ont été jetés dans la Seine. Et j'en ai vu qui essayaient de s'accrocher à des buissons qui étaient au bord de la Seine pour essayer de se sauver. Dans la nuit même du 17 au 18 octobre, sans attendre du tout la fin des événements, Maurice Papon sort un communiqué de presse qui dit qu'il y a eu 3 morts. Alors c'est évidemment une version outrageusement mensongère. Par exemple, les archives de la brigade fluviale qui repêchait
les cadavres dans les cours d'eau ont disparu alors qu'ils étaient sous la responsabilité du préfet Maurice Papon, qui est resté préfet jusqu'en 1967, qui a donc eu le temps de faire un certain ménage, eh bien on comprend que le bilan exact, on ne le connaîtra jamais. Donc, pour protester contre l'instauration d'un couvre-feu à Paris qui ne visait que les seuls Algériens, en pleine guerre d'Algérie, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues et ça a été vécu comme une provocation par le préfet de l'époque qui a mobilisé 10 000 policiers, quoi. 10 000 policiers. Et la répression, comme vous l'avez vu, policière a fait à Paris, là. Hein, Paris, c'est pas... Paris. Là, et vous avez vu la date, en 61, des dizaines de morts ce soir-là. Donc certaines victimes sont jetées dans la Seine depuis les ponts de la capitale. Et il faut quand même préciser que dans l'optique d'une manifestation pacifique, le FLN avait demandé aux participants de venir avec femmes, enfants, et puis surtout de venir désarmés, parce que pas non plus avoir une conception bisounours des choses. Le FLN était une faction militante et armée et militaire, quoi, d'une guerre d'indépendance. Alors, en fait, ça s'est tellement mal passé, cette histoire, que elle a toujours été minimisée par le pouvoir politique, et des témoins de l'époque ont qualifié ça de, je cite, sans dire qui a dit tout ça, le massacre d'État, répression la plus violente, manifestation la plus violente à laquelle on a assisté ce siècle, en pleine rue, en Europe, dans l'histoire contemporaine. Symbole de la terreur d'État, ce mardi du mois d'octobre. La violence s'exerce ce jour-là par des rafales de mitraillettes tirées sur les manifestants. Je répète encore une fois, obsessionnellement dans Paris. Et puis ce geste, cette façon de déshumaniser son adversaire en le jetant comme un détritus dans la Seine. Emmanuel Macron essaie de réparer les choses autant que faire se peut. Il a déposé une gerbe de fleurs le 16 octobre, là, cette année, 1921, à Besançon, sur un lieu de mémoire du massacre. Il a estimé dans un communiqué que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon étaient inexcusables pour la République. Et, en tous les cas, il est le premier président en exercice qui s'est rendu sur place pour assister à une journée de commémoration le 17 octobre 61. Les choses, en quelque part, ont l'air de s'améliorer dans la pensée, dans la réflexion française. Il faut quand même reconnaître que le président Hollande avait reconnu la répression sanglante, mais n'avait pas désigné les acteurs. Les temps n'étaient pas encore venus. Alors, naturellement, les associations, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont souvent insatisfaits, et toujours, il le faut, dans la quête et dans la recherche du respect des droits humains. Ils ont estimé qu'ils sont déçus, qu'ils espéraient une parole beaucoup plus forte, qu'ils espéraient qu'il fallait nommer les choses, les appeler par leur nom, reconnaître la responsabilité réelle de Papon sans dire préfecture. Je parle du communiqué du président actuel de la République. Il y a des mots qui manquent pour eux. C'est police, gouvernement, colonialisme, fascisme. Bon, d'accord. Enfin, on avance à grands pas dans la reconnaissance des choses. Surtout que vous vous souvenez que le préfet Papon avait été condamné en 2019, je crois. Il avait été condamné pour crime commis contre l'humanité. Alors qu'il avait été ministre entre-temps de Raymond Barre, à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité concernant des actes d'arrestation et de séquestration. Et il n'avait pas été condamné pour complicité d'assassinat, parce qu'il est dit qu'à l'époque, c'était au milieu en 1942, où il était préfet, il était secrétaire, enfin bref, il était haut fonctionnaire à Bordeaux, en Gironde, qu'il n'était pas conscient que ces déportations devaient amener à la crémation de ces personnes. Bref, voilà. C'est pas très gai. Et le mois d'octobre, la presse était complètement occupée par ça. Nous, on s'occupait d'autre chose parce qu'effectivement, on n'est pas au cœur de cette guerre d'Algérie. J'ai été enfant, j'étais en France, en Algérie. C'était assez pesant dans les rues et tous les contrôles. Quoiqu'enfant, je sentais qu'il y avait quelque chose de lourd. Oui, Daniel? Oui, je crois qu'on peut souligner quand même l'action du président de la République actuelle et qu'on peut l'expliquer parce que lui, il est né après ça.
C'est-à-dire que ces événements-là, il ne les connaît pas. Donc son rapport à l'histoire de la France est un rapport non émotionnel. Et c'est pour cette raison qu'il peut avoir, par exemple, il a désigné Benjamin Stora pour pouvoir pour l'Algérie. Et ça fait partie de la guerre d'Algérie. Je pense que pour le président actuel, ça ne lui pose pas de problème intellectuel, culturel, de dire que la France, la République a commis un crime. Alors que pour d'autres dirigeants qui l'ont vécu, le rapport est différent. Donc jamais on a autant parlé de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui ont découvert ce qui s'est passé à ce moment-là. Absolument. Et si on en a autant parlé, c'est parce qu'il y a eu cette démarche du président de la République. Donc par conséquent, quand les choses sont positives, je pense qu'il faut le souligner. C'est ce que nous faisons. Alors, je me trouvais au mois d'octobre, une petite précision, effectivement, j'ai bien vu les Algériens sur les bords, sur les rives de la Seine. Je les ai regardés avec leur drapeau et tout. C'était au mois d'octobre, j'étais en France, j'étais à Paris, j'ai fouillé dans ma mémoire, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Mais il n'y avait pas eu ce débordement d'informations sur cet événement. Voilà. Et là, on se retrouve en 2021, effectivement, à découvrir des choses et presque à ne pas y croire, en se disant c'est pas possible. En plus, ça fait pas très longtemps. Des personnes qui l'ont vécu sont toujours présents. On a toujours l'impression, lorsqu'il y a des manifestations comme celle-là, que généralement c'est aux États-Unis, par exemple, où on a vu les répressions contre, à l'époque c'était les droits civiques contre les Noirs américains. On se dit, bon, ben, c'est lointain. Et se dire, comme tu l'as répété, hein, qu'à Paris ça a eu lieu, à quel moment on découvre les choses en se disant, mais c'est presque irréel, c'est presque irréaliste. Incroyable. Voilà. Et pour le coup, je mets ça en lien avec la fameuse woke culture qui a tellement cours aujourd'hui, où on a tendance qui promeut plutôt d'effacer et de radicalement couper les têtes, on déboulonne. Tout ce qui a pu exister avant. Voilà. Et en fait, je pense que tout ça participe d'un élan, d'un mouvement de se mettre en paix avec son histoire, mais en la redécouvrant. Et en la redécouvrant de façon, comme tu l'as dit Daniel, dépassionnée. Tu découvres quelque chose, alors forcément tu as un regard neuf, tu n'as pas vécu, et tu es avec les faits de maintenant, aussi bien technologiques que de civilisation, porter un regard et entre guillemets un jugement pour avancer. Donc c'est indispensable d'en parler. Mais c'est incroyable comme on peut découvrir un fait aussi grave, aussi important, ex nihilo, 60 ans plus tard. Sans comparaison n'est pas raison, mais c'est un petit peu comme le silence qui, après l'abolition de l'esclavage, il y a un consensus pour qu'on ne parle pas de l'esclavage, que tout le monde en avait honte. Les personnes mises en esclavage, qui sont nos ancêtres, disaient, bon, on passe à autre chose, qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on passe à autre. Et ceux qui l'avaient fait, ils n'étaient pas très fiers de l'avoir fait. Et c'est ainsi qu'on a plus laissé se concocter, naître des traumas extraordinaires. Et si on ne parle pas de ces choses-là, on ne va pas évacuer la haine que certaines personnes ont contre les Algériens, le racisme, la discrimination dont ils souffrent à Paris. Et nous-mêmes, on oublie, alors que je suis d'une génération qui a quand même réellement entreaperçu, et puis par les choses qui m'ont été racontées par Gabor Masson, qui était mon ami, etc., je sais ce qu'a été. Et puis on a lu Fanon, puis moi je suis plus jeune que vous, donc je ne vais pas dire que j'étais jeune, mais j'ai quand même pu lire des choses qui étaient intervenues 10 ans auparavant, une fois que moi j'ai atteint l'âge de les comprendre, l'âge de les assimiler. Et ça permet, lorsqu'on garde ça en mémoire, de mieux les évacuer, parce qu'il faut s'appuyer sur le bon et le mauvais, c'est partie de l'histoire de la France. Et on estime, nous, de voir que nous appartenons à cette... sans idéaliser la France, sans non plus cracher sur la France, se rendre compte que les effets de la colonisation et du colonialisme... Il faudrait un jour que nous, à titre d'expérience et de leçons, que l'on parle sérieusement. Il y a un documentaire en plusieurs épisodes qui a été fait sur la guerre d'Algérie. Où en réalité, la guerre d'Algérie, j'ai vu un extrait, la guerre d'Algérie ne s'explique pas. L'envahissement de l'Algérie n'a aucune explication réelle, quoi. C'est des généraux qui ont été laissés, il y a eu un changement de gouvernement.
Napoléon III, enfin bref, je ne suis pas historien. Ils se retrouvent presque désaffectés, puis ils sont partis à la conquête, et puis ils ont envahi l'Algérie, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Et l'Algérie était occupée pas tellement par des Français, mais principalement par un tas de populations, des Portugais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Hernandez, il y a beaucoup de gens comme ça en Algérie. La France a donc servi l'armée française de l'époque, elle s'est arrogé le droit de coloniser un pays, donc la façon dont ça s'est passé était tellement ridicule, mais c'était dans l'air du temps. Et on peut non pas pardonner, mais comprendre. Voilà, non pas de chronomètre qui s'affiche sur l'écran, on va continuer comme ça en roue libre. Et, enfin, pour terminer avec ça définitivement, il est quand même surprenant qu'on l'on veuille maintenant tout mettre sur le dos de M. Papon, parce que je suis désolé, lâcher 10 000 personnes dans les rues de Paris, il fallait qu'au-dessus, il y a un gouvernement, il n'est pas loin, il est là, non. Bon, je pense que les gens qui persiflent un petit peu sur ce qui s'est passé cette année en commémoration et autres, ils n'ont pas totalement tort. Dans ce genre de problème-là, tout le monde a un petit peu raison. Alors, on va un petit peu rentrer dans les sujets de société. On fait des classements. L'affaire du siècle. Alors, c'est quoi l'affaire du siècle? Je vais vous expliquer. 3 ans de bataille dans et en dehors des tribunaux. Alors, c'est quoi l'affaire du siècle? La justice a ordonné au gouvernement de réparer le préjudice écologique. Retenez bien, le préjudice écologique causé par le non-respect de ses engagements. Alors, la presse écologiste ou écologique s'accorde pour dire que c'est un succès pour les promoteurs de cette action, parce qu'ils ont dû dépasser des rivalités, parce qu'il y en a, il y a des personnalités fortes, je vais les citer, internes, et l'incrédulité initiale. Le tribunal, alors voici la décision, a ordonné au gouvernement de réparer le préjudice écologique, comme je vous le disais, causé par le non-respect de ses engagements de l'État en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il lui a donné jusqu'au 31 décembre 2022 pour attraper le temps perdu. Et il faut dire que cette décision vient après une précédente décision du tribunal administratif en février qui reconnaissait les carences effectivement fautives de l'État dans une affaire parallèle. Alors, c'est un nouvel ultimatum, disent les commentateurs, après ceux fixés par le Conseil d'État, novembre 2020, puis juillet 2021, notamment dans le recours lancé par la commune de Grande-Saint-Ténor, particulièrement exposée aux risques climatiques, envahissement des eaux, et ça a marché. Alors, ça a marché, effectivement. Le juge a reconnu la responsabilité de l'État dans la catastrophe, dans les effets de la catastrophe naturelle qui était effectivement cette inondation. Une multiplication des contentieux que les parties requérantes doivent continuer à pousser, et ce sont souvent les mêmes. Pourquoi je vous dis ça? J'insiste sur cet aspect, pas seulement le fait que que les tribunaux ont condamné l'État, mais c'est pour vous expliquer qu'au niveau de la France et au niveau de la foultitude d'instances et d'organismes, d'associations qui s'occupent d'écologie, ils se sont mis tête collée les épaules, et ils sont arrivés à s'accorder en dépit de la concurrence pour contraindre l'État à muscler sa politique contre le dérèglement climatique. Et quand ça a commencé, ça fait quelques années, on rigolait, quoi. On se disait, ces gens, des personnalités Hulot, tous ces gens-là, ils ne vont pas s'accorder. Et finalement, c'est la symbiose entre Greenpeace, Oxfam, la Fondation Hulot, comme je viens de vous le dire, et la dernière association qui, elle, a été le 20, ça s'appelle Notre Affaire à tous. C'est un panel de juristes et de consultants, de scientifiques, d'experts juridiques qui est arrivé à faire la symbiose, à faire l'union pour se battre et arriver à ce résultat. Et puis des personnalités fortes, Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts, Jean-François Julliard, patron de Greenpeace, Marie Toussaint, qui ont jeté leur poids dans tout ça. Donc une trentaine de chargés de mission. Il fallait faire tout ce monde-là coopérer, des avocats qui... Mon confrère Daniel ne va pas le contredire, qui sont habitués à s'opposer systématiquement. Ça a fonctionné. Ils ont trouvé des points de force convergents, des lignes de force, et que le recours a été construit autour de la quête de la stabilité, avec 3 demandes principales. L'obligation de lutter pour protéger les droits des citoyens, la carence fautive de l'État et un préjudice écologique qu'il faut réparer. J'ai autre chose à vous dire, mais là j'arrête pour ne pas
tenir le micro trop longtemps. Votre réflexion de citoyen, de juriste sur cette affaire? Oh ben, deux réflexions principales. La première, c'est que quand la bataille des égos met une sourdine, on arrive à de meilleurs résultats. Ouais. Et deuxièmement, que le droit, ça sert à quelque chose. Ouais. Et je pense qu'on l'oublie trop souvent, que le droit peut être une arme et que l'on peut s'en servir pour faire progresser une cause, à condition qu'on puisse envisager ensemble une stratégie, mettre de côté son ego et penser à l'intérêt général. Donc je pense que beaucoup pourraient s'en inspirer. Super. Oui, moi je fais partie de ceux qui moquent un peu ce genre de décision en disant ouais tout ça c'est de l'esbrouf, etc. Mais en fait non, parce que deux choses. D'abord ce genre de décision qui vient en appui de précédentes, ça fait, comment dire, ça aide à gagner de nouvelles... Nouvelle couche de la société? Exactement. L'opinion publique? C'est-à-dire on a l'impression que sur les questions de climat, sur les questions d'écologie, et plus généralement de développement durable, on ne parle finalement qu'à ceux qui en sont déjà convaincus. Et ils en sont chacun convaincus pour des raisons qui leur sont propres. Les fameuses chapelles. Et finalement, l'opinion publique, elle reste un peu dubitative et distante parce que ça ne prend pas vraiment corps. Et finalement, ce type de décision qui s'accumule, eh bien, on arrive à faire du changement climatique et de l'écologie, du rapport à la terre, au développement, un véritable sujet qui concerne chacun. Quelque chose de concret, tu veux dire? De concret, mais surtout de tangible. Ouais. Si tu veux, les divisions ont plutôt servi les intérêts des industriels et puis de ceux qui... Je sais pas, là par exemple, il y a un rapport qui dit que Total a volontairement minimisé... Total et un autre. Alors oui, ils sont réunis au sein d'un groupe... Un pôle des industries pétrolières, oui. Voilà, les pétroliers. Donc c'est vrai qu'il y a Total, mais il y a aussi Exxon, puisque chacun a son... J'ai vu le titre de l'article, je vais le lire d'ailleurs. Tous les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour minimiser. Ils savaient bien, je ne dis pas ça en disant c'est des méchants qu'il faut les abattre, c'est pas ça. Comme pour le tabac. Voilà, donc minimiser au nom de ses intérêts, minimiser son impact, la reconnaissance de son impact sur les ressources naturelles de la Terre. Voilà, pour aller vite, on va dire ça. Et c'est finalement une bonne chose que finalement les choses avancent. Et puis la deuxième chose, c'est que le fait que l'État soit véritablement impliqué, une condamnation comme celle-là, ça veut dire, ok, tu fais des annonces, tu fais des lois, mais derrière, il faut que ça soit suivi d'actes. Alors, ma conclusion est moins optimiste que la vôtre, encore que je suis d'accord en grande partie avec ce que vous avez toutes les deux dit, c'est que 3 ans après le lancement des procédures, une grande question demeure, c'est la conclusion de mes fiches de travail. Comment obtenir des actions concrètes de l'État, exécution des décisions de justice contre l'État, et surtout quand on se rend compte que l'impact de ces affaires sur la politique au quotidien, au jour le jour d'Emmanuel Macron, l'impact est zéro, il est nul, quoi. Alors, les observateurs te disent que pour l'instant, M. Bocco-Brunet, quoi, M. Oui, mais peut-être que ça va servir pour les prochaines décisions. Mais naturellement. Enfin, je veux dire, entre deux projets, il faudrait qu'ils s'y collent, il faudrait qu'ils s'y mettent, absolument. Voilà, que ces choses-là avancent. Je me rappelle d'un président de la République qui, il ne faut pas se moquer des magistrats, qui persiflait à l'époque, après les magistrats, il disait que les décisions de justice ne sont pas exécutées, que ceci, que... Bref, enfin, vraiment, il provoquait les magistrats, mais maintenant, il en bave, le pauvre. Il est convoqué chaque semaine, il est condamné tous les 3 mois, il est maintenant convoqué comme témoin assisté. La justice est peut-être aveugle, mais elle a une bonne mémoire. Respectez la loi, respectez la loi. Alors, bon, un petit sujet toujours dans la société, qui sera peut-être un peu plus long, que je vais essayer de traiter légèrement. La question est de savoir, ici, on le voit par exemple quand on fait la comparaison des décisions de la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire qui a une autonomie, la décision prise pour le vaccin, pour l'obligation au vaccin, l'obligation au pass, d'accord ou pas, peu importe, c'est pour montrer comment une collectivité responsable prend sa décision. En face, ici, il pourrait y avoir un consensus sur la non-vaccination. Non-vaccination, pour un pouvoir local pourrait décider de ne pas dire aux gens de se vacciner. Et
Donc ça ne vient pas réellement de moi, j'ai pu arranger ça. C'est de petits pamphlets qui circulent sur le net depuis quelques années, que je trouve tout à fait d'actualité. Il est expliqué que le pouvoir français, il est en France, quoi. Il est centralisé en France, et que pour qu'il puisse s'exercer outre-mer, on le voit bien, il s'exerce par un tas d'organismes, la DEAL, la DAF, la DIEC, la préfecture naturellement, qui est le lieu principal du pouvoir, et puis d'autres, Pôle emploi, la CCI, la Chambre de commerce, et puis de gros outils qui servent l'économie, l'aéroport, le port, et qu'en quelque part, quand on ajoute à ça l'INSEE, la douane et puis les impôts, il ne restait pas beaucoup de choses pour les pouvoirs locaux qui sont, je vous rappelle, ici exprimés par un outil unique qui est l'Assemblée, qui est la collectivité territoriale. En Guadeloupe, ils ont encore conservé le département et la région. Parce qu'on le voit bien, on le voyait beaucoup avec M. Marie-Jeanne avant, il écrivait au préfet pour essayer parfois vainement, timidement d'influer sur ce qui était le secteur régalien, le secteur étatique, sur différentes décisions qui pouvaient être prises. Et donc ici, on a cet observateur, et c'est un peu mon jugement aussi, on se rattrape sur des actions, des actes politiques, quoi, des choix, des pôles de création agronomique, des choses comme ça. On crée des instituts qui, la fois d'après, à la gouvernance d'après, sont supprimés, n'existent plus. On subventionne des associations qui après n'ont plus de budget. Ça ne rentre pas dans un plan, dans un schéma de développement, de croissance et de politique du pays. En fait, on n'a pas le véritable contrôle de ce pays. Alors la question est de savoir, est-ce qu'on cherche à l'avoir réellement? Est-ce que dans les opportunités qui nous ont été données, des référendums, 74, etc., est-ce qu'il y a eu une volonté de réellement s'emparer du pouvoir, d'avoir la responsabilité? Est-ce que la boucle émissarisation de l'État, c'est l'État qui ne sait pas, ça n'arrange pas tout le monde? Bref, je vous donne la parole sur cette première partie du sujet. Eh ben, je trouve que les Martiniquais se sont exprimés. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier, on n'est pas des enfants. Sur la question, on nous a donné la possibilité de choisir. Et la Constitution de 2003 dit que ce n'est pas tout le territoire qui vote, c'était que les personnes concernées qui votaient. Donc ça veut dire que c'est notre choix. Lorsqu'on a eu à choisir entre le 73 et le 74, avec une majorité écrasante, les Martiniquais ont choisi le 73. Aujourd'hui, si les Martiniquais souhaitent changer, eh bien, qu'ils l'expriment et qu'ils demandent qu'on mette en place la procédure pour pouvoir changer de système. Mais allons être sérieux. On a choisi d'être dans le 73, c'est-à-dire qu'il y ait l'identité parfaite avec la France, et en même temps, on veut des prérogatives de pays indépendants. Je pense qu'à un moment donné, il faut que nous soyons responsables et que nous puissions assumer quand on demande des choix. Moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des Martiniquais, même que la majorité de la population décide de faire un autre choix. Mais à ce moment-là, essayons de mettre en place les moyens que l'ensemble de la population puisse donner son avis. Parce qu'il ne s'agit pas non plus que ce soit une partie de la population qui, avec ses moyens, essaie de confisquer et d'obtenir ce que les urnes ne lui ont pas donné. Donc moi, en définitive, et pour résumer, je suis pour une information la plus grande possible à la population et un choix qui doit s'exprimer, selon moi, par les urnes. C'est-à-dire que si on veut que les choses changent, entamons un processus pour que cela change. Wow. J'avoue que je n'ai pas la même clé de lecture que celle que tu as exposée. Prends ton trousseau et puis ouvre les portes pour nous. Oui. Alors, non, c'est pas forcément des bonnes portes. J'avoue que les questions de statut, 73, 74, etc., de mon point de vue, c'est pas ça le sujet. C'est pas... Il s'agit pour moi, aujourd'hui, de voir la capacité à faire corps et à bâtir, construire, imaginer, enfin qu'importe le mot, un projet global pour la Martinique.
Et je regarde et je ne le vois pas. Mais je ne le voyais pas et je ne le vois toujours pas. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec l'organisation constitutionnelle qu'on pourrait avoir. Tu vois. J'ai en mémoire c'était la crise Covid, je n'étais pas en Martinique, et je vois comment, et c'était peut-être une question de personne, comment on est arrivé à une décision et à instaurer accessoirement un couvre-feu, donc quelque chose de restreignant, et en faisant fermer les écoles alors que ce n'étaient pas les décisions nationales. Tu vois ce que je veux dire? Parce que d'un côté, tu as la déconcentration de l'État, d'un autre côté, tu as la décentralisation. Donc, quand l'éducation nationale, le recteur, il dit non, les écoles sont ouvertes, les écoles sont ouvertes. OK, eh bien, la collectivité, on appuie avec toutes les mairies, on appuie avec accessoirement le préfet, ça s'est concerté, et les écoles ont fermé. Ça, pour moi, c'est une décision locale, assumée, partagée, construite par tout le monde. Et c'est plutôt cette façon de voir les choses, ne pas voir, OK, je n'ai le droit que de faire un certain nombre de choses. Non, mais tu peux tout faire, pourvu que tu restes, entre guillemets, dans un cadre légal. Mais le cadre légal, il te permet 1001 inventions. Et encore une fois, on en est très loin. J'abonde dans ton sens, tu peux même demander des habilitations qui te seront permises. Ponctuelles. Mais ce n'est pas tellement ça, là, à mon avis. Vous avez toutes les deux raisons. Et je pense que structurellement, tu peux pas influer réellement sur un développement économique, sur une vision du développement de ton pays, laissant tomber l'aspect constitutionnel, l'aspect statutaire. Mais concrètement, tu ne peux pas, lorsque tu as au plateau roi, tu ne peux pas, quand tu prends une décision qui concerne l'aménagement du territoire, et puis passer outre l'ADEAL. Le fonctionnaire qui est là, il prend ses ordres de Paris et il n'a pas la culture, la formation pour t'écouter. Tu ne peux pas, en parlant d'alimentation, de forêt, c'est tout la forêt. Tu ne peux pas décider que tu vas enlever les mâts organiques. Je dis n'importe quoi. Tu vas enlever tous les mâts organiques qui bouffent, qui stérilisent les terres. Parce que ici, la DAF te dit, à l'époque, c'était un combat que menait la Vidas, que les mâts organiques, c'est très bon, c'est excellent. Tu ne peux pas non plus, au niveau de la concurrence, la consommation du travail et l'emploi, réellement agir pour dire, il y a un petit peu trop de vendeurs de telle chose, tel truc ici. Enfin, il faut quand même réglementer la vente de je ne sais pas quoi, n'importe quoi, à l'époque de très jeune, prendre quelque chose qui est très lointain, de système bidon, de chauffage, de douche, etc. C'est un truc qui était complètement, il me souviens, on te vendait un truc pas cher, c'était l'équivalent d'une 50aine d'euros, tu mettais ça dans une prise électrique et puis ça chauffait l'eau dans la douche et puis c'était un truc propice à tous les accidents. Tu ne peux pas laisser ces gens-là prospérer. C'était les suites de la guerre d'Algérie et une population qui était venue et puis qui cherchait à tout prix ici à chercher. Tu ne peux pas intervenir et arrêter ça. Tu ne peux pas non plus réellement, si tu as un préfet qui est irascible, discuter tranquillement avec lui de l'ouverture de la fermeture des écoles, parce que tu as une petite partie. C'est ça le problème, parce que tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Pareil pour l'emploi. Bon, à la chambre de commerce, tu es président de la chambre de commerce, il y a des gens. L'hôpital, regardez, le conseil d'administration, regardez, vous le disiez tout à l'heure, il a laissé Benjamin tout seul, face à face avec les problèmes. Il est martiniquais local, hein, ouais. C'est le président du conseil d'administration, c'est le représentant de la ville de Fort-de-France. C'est pas l'État. Non, mais c'est pas l'État, c'est pas l'administration. Mais il n'est pas intervenu parce qu'il sait qu'il ne peut pas prendre les décisions. Il a fait un texte. Il a sorti un texte qui lui montre. Non, mais c'est comme ça qu'il voit son pouvoir, je suis désolé. Il laisse l'autre qui a une part importante du pouvoir la prendre parce qu'il faut me dire que c'est facile, d'accord. Mais ce n'est pas de ça qu'on discute. Le président du conseil d'administration a fait un texte où il a montré son impuissance. Impuissance psychologique, impuissance, tout ce que l'on veut. Mais il n'a pas toutes les commandes, il n'est pas en face des grévistes, il n'est pas en face du pass sanitaire. C'est simple. Donc je ne veux pas que les choses changent. Personnellement, lorsque je vais arriver au deuxième moyen, ce n'est pas une plaidoirie, mais sur la démonstration, bon, ben, vous vous rendez compte, ben, je vous donne un chiffre, et puis on ne va pas être plus long, et je demande qu'on me dise le temps qui reste à l'oreillette, on va regarder un petit peu, si vous voulez, ce que apporte la France, c'est ce qu'amène la collectivité, on va en termes de chiffres. Et puis on veut ça comme ça, on va le garder comme ça. Les dépenses budgétaires et fiscales de l'État.
peu importe comment on les obtient, j'ai mis ça c'est pour vous sur les fiches de travail, mais on va essayer de voir un petit peu le différentiel qui existe sur les dépenses de l'État et les dépenses de la collectivité locale. Les dépenses budgétaires de l'État en faveur de l'outre-mer en général sont élevées à 18 milliards d'euros. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres, ça va être fatigant. Je crois 8 200 euros par personne et 7 100 pour les dépenses en faveur de la métropole. Déjà ici, par per capita, les dépenses budgétaires sont plus élevées que celles pour le français de l'Hexagone. Et nos élus savent ça, ils le savent. Donc je peux très bien comprendre qu'ils se disent, ils mourront ça, parce que, bon. Mais ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est que c'est la situation de paralysie dans laquelle ça les met, la difficulté à avoir un plan, un développement économique global, une projection sur l'avenir, parce que quelque part, ils savent que nous sommes des enfants gâtés. Et puis, ça laisse en place la propension à pouvoir nourrir le culte des égos, les petits trucs, les petites oppositions, les mouvements de menton, le recours à des idéologies, pour certains, je ne le crois pas, des idéologies un peu désuètes, un peu passéistes, bon, bref, etc. Donc ça laisse pas, parce qu'on n'est pas en charge réellement. On a le pognon, on n'a même plus de pognon per capita par tête d'habitant que le français. Ça, c'est les chiffres qui sont là, qui sont officiels. Et puis en plus, plus de la moitié de ce différentiel relève des compléments de salaire qui sont de nos fonctionnaires qui sont les copains de ceux qui ont le pouvoir ici, etc. Ils ont les 40% de plus, qui ne sont plus 40% de la vérité. Ça fait un système qui est un système un peu artificiel et qui fait que, en plus, ça ajoute les dépenses fiscales, 2 200 euros de plus de dépenses fiscales dont on bénéficie par personne et par an. Toutes les exonérations, les avantages, tout un panel d'avantages que l'on a. Et c'est certainement très justifié que l'on ait décidé, qu'on ait fait le choix de les garder. Mais tu as tout à fait raison, Daniel, là je te donne tout à fait raison. On a fait le choix et qu'on aille jusqu'au bout et que l'on soit cohérent. Et qu'on le dise aux gens et qu'on n'ait pas des statuts qu'on soit humble et qu'on ne fasse pas croire que lorsqu'on est à la tête d'une collectivité et qu'on a la capacité de financer à peu près un montant de 4 000 euros par an les besoins de chaque habitant, alors que l'État, lui, il en est à 12 000 euros et qu'on ne donne pas l'illusion que l'on a un véritable pouvoir et qu'on a une même capacité d'avoir un développement économique réel parce qu'on n'aura pas assez d'argent et parce qu'il y aura tous ces organismes d'État qui vont bloquer et qu'on n'a pas tellement envie de prendre des habilitations pour être totalement responsable de ce que l'on a à faire. C'est vrai que je suis pessimiste. Oui, non, mais moi je pense que quand il y a une volonté politique, et je suis d'accord avec Nadia, je prends l'exemple de La Réunion, qui est allée plus loin que nous en faisant inscrire dans la Constitution le fait qu'elle ne va pas changer de statut. Et pourtant, on arrive à obtenir des avancées sur le plan économique, sur le plan du vivre ensemble, puisqu'il y a une capacité des élus à se mettre d'accord. Je prends un autre exemple. Lorsqu'il y a cette volonté sur la question de l'indivision, tous les élus de la Martinique sont arrivés à se mettre d'accord pour qu'il y ait une modification concernant l'outre-mer, parce que ça correspondait à un besoin local. Donc, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Marie-Alice Jacoulet. Marie-Alice, enfin, on a pensé à elle. Non, nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Et il est bon de dire qu'il ne faut pas non plus que le citoyen croit que les élus des différentes collectivités, il ne faut pas que les élus trichent et qu'ils fassent croire qu'ils ont la capacité de mener le pays vers des destins merveilleux. Non, on a la capacité de se mettre d'accord et d'avoir des victoires, comme tu l'as expliqué, partielles, limitées, mais c'est Gondiri qui a fait Sakdiri, et puis c'est comme ça qu'on va effectivement fabriquer le quotidien et arriver à la responsabilité. Alors je ne parle même pas des niches sociales que nous avons des niches fiscales, nous avons des niches sociales. Mais ça, c'est un sujet à bien traiter par écrit et à bien montrer comment... Maintenant, ces chiffres, on les avait pas à une certaine époque. Maintenant, il y a des documents qui sont annexés au budget, ça c'est, je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi je traite ça, qui sont annexés au budget de l'État, qui permettent avec des comparaisons transversales d'arriver à des chiffres très précis des dépenses de la France outre-mer. On sait que, par exemple, ici, l'enseignement supérieur est défavorisé par rapport à l'enseignement supérieur en France. Et on comprend donc l'état de l'université et les insuffisances de cet outil et la propension aux étudiants à partir. Mais on sait par contre que pour l'éducation en elle-même, il y a 2 fois plus d'argent investi sur la tête de nos petites têtes grainées que sur le petit français aux cheveux blonds.
etc., etc. Mais ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, parce que ce que je voulais surtout, vous expliquer, c'est qu'il ne faut pas tricher, quoi. Comme Daniel l'a dit, il faut se mettre d'accord, être humble, et savoir ce qu'on peut faire, avoir des petites victoires, et qui font un jour de somptueux chemin. En tous les cas, Mayotte a 5 077 €, la Guyane par tête d'habitant, par citoyen, 9 992 €, la Nouvelle-Calédonie, pourtant il y a beaucoup de problèmes, 5 274, la Polynésie, 5 333, vous verrez que les territoires ont moins que les départements. Ça donne à réfléchir aussi et à orienter un choix si on vous donne à choisir. La Martinique a 9 992 € par habitant et par an, venant de la France. La Guadeloupe, un peu plus que nous parce qu'elle avait un retard de développement, 11 311. La Réunion, 7 349, qui est pourtant si loin. Et les autres territoires, Saint-Martin, Wallis, Futuna, etc., ils ont eu 1133 €. Bon, c'était laborieux. Parlons un petit peu de culture avec d'abord un magnifique jingle. Une vidéo pour introduire un petit peu la thématique. Bonsoir à tous, bonsoir la Guyane, bonsoir les dom-toms, bonsoir l'Amazonie. C'est avec une très grande émotion que je reçois aujourd'hui ce prix du public FIFAC 2021. Je tiens tout d'abord à remercier le festival d'avoir sélectionné et mis en lumière mon film Big in Jazz Collective. Je tiens également à remercier Thomas, Emmanuel Boutan, Esperanza Productions, Zicopolis, la collectivité territoriale de Martinique et le comité martiniquais de la musique, et bien sûr toutes les équipes de communication et les musiciens qui m'ont laissé capter ces fabuleux moments et en faire un aussi joli film. Je suis vraiment très fière d'avoir réussi à toucher le public avec ce film, d'avoir pu mettre en lumière notre patrimoine culturel et musical, et surtout d'avoir démontré que la nouvelle génération est là, bien présente, et prête à faire perdurer la voix des anciens. J'espère à ce titre avoir dignement représenté la Martinique, et plus particulièrement le Gros-Nord. Pour conclure, j'aimerais vraiment remercier mes parents de m'avoir toujours poussé à réaliser mes rêves. De la part de Christian Boutan, à l'ancienne mandature de la collectivité, no offense, hein, nos provocations, je ne suis pas un homme à provocation, que ce festival que l'on a fait en pleine pandémie a donné ce documentaire qui a été pour partie effectivement financé par la collectivité, mais essentiellement par Martinique Première et par Zicopolis qui a trouvé les fonds du CNC, il faut que ça soit dit en passant, a donné le disque global qui vient de sortir du Big in Jazz Recollection, collective, qui a été l'initiative de Thomas Boutan, donc un CD en pleine pandémie qui va recevoir des prix, en tous les cas qui a été sélectionné, comme vous le savez, pour passer à Playel, détourner l'entrée sur le marché international du jazz original, pour ne pas dire jazz world, jazz, des choses comme ça. Voilà pour l'ancienne mandature et pour ceux qui sont encore en charge, ce que Big in Jazz, c'est pas moi qui parle, c'est Christian Boutan, ce que Big in Jazz et le comité martiniquais de la musique, c'est un peu moi quand même, j'en suis le président, ont fait avec les fonds de la collectivité. Voilà. Non, oubliez ce que j'ai dit. Ah, mais moi, je suis très contente et très fière parce que c'est un très beau documentaire, c'est une très belle expérience. Et donc, quand les choses qui sont belles, qui donnent du bonheur, sont plus reconnues, ben, on est content, quoi. On ne va pas bouder son plaisir. Investir dans la culture, ça rapporte. Voilà, ça rapporte, ça fait voyager, ça fait rêver. Enfin, vraiment, c'est vraiment magnifique. Et puis surtout, ne pas rester sur une fin. J'ose rappeler, le festival n'a pas pu se tenir. Et au lieu de quoi? Regardez tout ce que ça a donné. Donc, c'est jamais une fin en soi. C'est la musique, ça voyage. C'est vraiment fantastique. Oui, c'est-à-dire à un moment où tout le monde cherchait des masques, on se bouchait le nez, puis on ne savait pas comment faire, on ne savait pas s'il fallait s'embrasser, s'il fallait plus s'embrasser, plus se donner la main, s'il fallait laver ses chaussures quand on rentrait à la maison, s'il fallait se baigner chaque fois, s'il fallait changer de vêtements chaque fois qu'on était sorti. Souvenez-vous du premier confinement. Ah, c'était ça. C'était la théorie. C'est pas si, hein, c'était ça. C'est dans ce contexte qu'avec Thomas, avec Manuel, avec Christian Boutan, et puis votre serviteur, qu'on a concocté, qu'on a imaginé ce festival. Et qu'on s'est extrait de cette phobie. Alors, où est-ce qu'on aurait trouvé un élu? Où est-ce qu'on aurait trouvé un responsable d'une commission culture? Je suis peut-être un peu... On trouvera que j'exagère d'utiliser cet outil pour régler, pas pour régler un compte, mais mettre les points sur les i.
Parce que ce qui s'est passé après au niveau de cette collectivité par rapport à nous, alors c'est vrai qu'on n'a pas invité, dans le documentaire, on n'a pas invité un conseiller à plastronner à venir. C'est vrai qu'on n'a pas... C'est vrai qu'on n'a pas fait des choses comme ça, que ça a été fait très professionnellement. C'est un documentaire musical. C'est un documentaire, oui. C'est pas un truc où... Il n'y a personne qui soit venu dire la collectivité a investi, mais les comptes entendent. Non, mais ça c'est dans la partie générique. Ben oui. C'est dans la partie... Oui, c'est codé, ils apparaissent largement, mais ils voilà. apparaissent tout bonnement, ils apparaissent énormément. C'est dans ce contexte que je voulais quand même mettre des points sur les i. Alors, je rappelle la FIFAC, ce que c'est. Le FIFAC, le festival. C'est le Festival international du film Amazonie Caraïbes. Documentaire Amazonie Caraïbes. C'est un festival qui n'est pas très très vieux, mais qui est vraiment original. C'est que ensuite le cinéma, on parle du festival. Jingle. Alors, on continue. On va parler de festival de films et qui nous concerne à plusieurs titres. Reparlons à nous, parce qu'on a eu le prix, nous, Martiniquais, on a honoré. Alors, le FIFAC, qui est le Festival international du film Amérique-Caraïbes, se tient à Saint-Laurent-du-Maroni, donc en Guyane française. Et c'est un festival de films documentaires, comme son nom l'indique, qui concerne les Amériques et la Caraïbe d'une manière générale. Donc il y a les courts, il y a les longs métrages documentaires. Et donc pour cette année, il était présidé par... voilà. Et donc il s'est tenu... Germain. Merci Gérard. Il s'est tenu... Tu as fait un signe, je suis... Il s'est tenu, je n'ai pas voulu dire une bêtise, il s'est tenu donc, malgré les conditions sanitaires qui sont compliquées, hein, parce que bon, on reste sous le coup de crise sanitaire et compagnie, il s'est tenu donc avec déjà une vraie sélection, et donc toujours la participation des lycéens qui font partie donc d'un jury spécifique, et puis donc ce prix du public. Ça se déroule, alors je tiens parce que c'est important le lieu où se déroule le FIFAC, à Saint-Laurent-du-Maroni, dans ce qu'on appelle le camp de la transportation. C'était le bagne de Saint-Laurent. Le bagne de Saint-Laurent qui est devenu un espace de culture, avec plusieurs parties. D'abord un espace muséal où on reprend les conditions de vie, on explique ce qu'était le bagne, la colonie pénitentiaire, etc. Et puis une autre partie réservée, où là c'est carrément dédié à la création audiovisuelle, avec donc des associations et des structures de l'audiovisuel. Et ce sont elles qui ont été finalement à l'origine de ce FIFAC. Il y a aussi un autre type d'animation qui est sur le développement numérique, ce qu'on appelle un Fab Lab. Comment on forme à partir des nouvelles, enfin c'est plus des nouvelles technologies, mais en tout cas, comment on apprend à produire tout ce qui est imprimante 3D, etc. Donc c'est extraordinaire de penser qu'un lieu, enfin le bagne, est devenu ça. C'est juste magnifique. Je vais te taquiner. Tu es allé au Festival de Cannes. Oui. Mais tu n'es pas allé là, si. tu es pas allé en Guyane. Oui, mais tu es pas allé en Guyane pour quand même quelque chose que tu décris comme étant quelque chose de somptueux et de portant. Ben si, justement. Tu es pas allé en Guyane. Si. Tu es allé au FIFAC. Ben oui, au FIFAC. Oui. Au FIFAC. Oui, pas le 2021, mais le précédent. Tu étais là-bas, alors je ne triche pas. Mais justement, il s'est tenu à distance, et d'ailleurs les prix ont été remis en duplex Hexagone Guyane, 4 heures de décalage. Et c'est vraiment extraordinaire de voir que la technologie fonctionne. Nous avons 4 minutes, je te taquiner, 4 minutes pour parler un autre festival. Un autre festival qui se passe carrément de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le FESPACO. Le FESPACO qui est un festival africain qui se passe à Ouagadougou. Au Burkina Faso. Ouais, c'est un festival vieux parce qu'il existe depuis 1969. C'est une biennale. Cette année, le FESPACO de cette année a en ouverture, je trouve que c'est bien ça. Il a en ouverture le film Atlantique de Mati Diop qui avait obtenu le prix de la mise en scène à Cannes 2019. L'édition 2019, Mati Diop, c'était son premier film qui concourait donc pour la Caméra d'Or, était juré au Festival de Cannes 2021, présidé par
Spike Lee. Merci, Spike Lee, j'allais dire l'énervé, comme quoi, hein, par Spike Lee. Et donc, elle fait l'ouverture du FESPACO de cette année et dans les films de compétition. Donc, le FESPACO, c'est vraiment tout le cinéma de la zone Oui, Afrique. toute l'Afrique. Vraiment toute l'Afrique. Et qui a donc plusieurs sections, documentaires, courts-métrages. Depuis 2 éditions, me semble-t-il, une section animation. C'était quel film haïtien qui était en compétition? Et donc, dans la compétition long-métrage fiction, il y a 2 films qui étaient notamment à Cannes. Il y a Lingui, dont j'ai eu l'occasion de parler rapidement, mais il y a surtout le Freda Voilà, je pensais que c'était Freda, mais l'article que j'ai eu, ma fiche ne précisait pas quel était le film. Je pense que c'était Freda. Oui, donc il y a Freda, et Freda est également en compétition au FESPACO cette année. Et c'est vraiment formidable de voir pour le coup la naissance et la progression d'un film qui se retrouve vraiment sur tous les continents. Alors, les Talons d'Or est décerné par un jury international présidé par le réalisateur, producteur mauritanien Abderrahmane Sissako, qui avait fait vraiment fort impression lauréat avec du le César film du meilleur film pour Tombouctou en 2015. Qui était à Cannes, présidé à l'époque par Jeanne Campion. C'est un film. Elle connaît bien sa matière. Non, c'est un film. Ce film-là, c'était impressionnant. Tu as 10 jours de compétition avec 6 films par jour. Tu vois un film, ta 3e projection de la journée, 2e jour, et tu t'en souviens. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et ça, c'était Timbuktu. Et c'est vrai que Jeanne Campion, son jury en tout cas, ne l'avait pas récompensé. Ils sont arrivés comme ça avec les problèmes du club Burkina Faso, oui. et tourmentés par la guerre civile, à faire venir des gens du Sénégal, d'Angola, du Cameroun, du Nigeria, de Tanzanie, de Somalie, de Côte d'Ivoire, du Tchad, du Rwanda, du Maroc, de Namibie, de Lesotho et de Tunisie. Toute l'Afrique est là. C'est-à-dire que l'Afrique continue à vivre. On a l'impression que parfois ils sont tous reclus, mitraillés au point, etc. Avec des films de fiction, des documentaires, des courts-métrages, des films d'animation. C'est vraiment incroyable. Tous les 2 ans, le festival. Tous les 2 ans. On y va dans 2 ans. On y va dans 2 ans. Promis. Pourquoi pas. Engagement promis. Ah oui. Voilà. Ben écoutez, je pense qu'on a largement épuisé les 4 minutes que l'on m'avait accordées dans le nouveau dispositif secret que j'ai pour savoir le temps. On s'amuse bien dans cette émission. Non, mais on va pas se prendre au sérieux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la même bonne humeur et puis quand même le même sérieux tout au fond. Voilà. À bientôt.